Voilà, j'étais en train de regarder ce générique avec une musique de Fred Blondin pour vous souhaiter la bienvenue dans Bouge la France. On est en direct ensemble et aujourd'hui, eh bien, on a pas mal de choses à voir justement. Dans un instant, Jean-Louis Gombault chaussera ses lunettes pour vous expliquer comment vous allez vous les faire rembourser dans un proche avenir. Ensuite, les ados connaissent très mal l'entreprise. Eh bien, un livre vient combler ce manque. Je recevrai son auteur qui s'appelle Bernard Pointeau. Il sera dans un instant à mes côtés. Nous partirons en Italie juste après ça pour les élections législatives avec un grand vainqueur, Silvio Berlusconi, réélu pour la troisième fois quand même. Il revient au pouvoir. On essaiera de comprendre ce phénomène Berlusconi, ce qui s'est passé également à l'occasion de ces législatives italiennes avec Marco Zouf, chargé au PS des relations avec l'Italie, et Bruno Cousin, un chercheur à l'Observatoire sociologique du changement, et puis Sandro Gozzi qui est un conseiller de Romano Prodi qui sera au téléphone avec nous. Ensuite, nous parlerons de la presse avec Emmanuel Schwarzenberg, spécialiste justement de la presse française, du Monde bien sûr, et cette grève historique, c'était la première fois que ça arrivait aujourd'hui. Ensuite, la question du jour au Figaro.fr, comment résorber la fracture alimentaire mondiale. Il y a 30 pays qui sont actuellement dans un seuil de pauvreté impressionnant et on essaie de trouver des solutions. Différents spécialistes sur ce plateau avec qui nous explorerons justement vos remarques sur le Figaro.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Saveria Rojek va vous présenter ce journal et ensuite la revue de presse à la fin de Bouge la France. Bonne soirée. Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, la victoire de Silvio Berlusconi en Italie. Le leader de la droite vient d'annoncer des mois difficiles pour son pays. Et selon des résultats partiels, la coalition de droite obtiendrait 45,5% des voix au Sénat contre 40,2% à la gauche. La droite remporterait donc la majorité absolue des voix au Sénat, enjeu crucial du scrutin. Son contrôle est indispensable pour gouverner. Hélène Risser, bonsoir. Vous êtes en direct. Bonsoir, vous êtes en direct de Rome. C'est une très nette victoire pour Silvio Berlusconi. Oui, très nette et qui finalement ne semble pas tant surprendre les Italiens. Hein. Finalement, ce qui ressort aujourd'hui des analyses, c'est que bon, la sanction est très très sévère pour le gouvernement Prodi et que les Italiens ont voulu justement sanctionner le gouvernement sortant. Alors vous l'avez dit, hein, l'écart est très net. Il n'a cessé de se creuser tout au long de la soirée. À la Chambre, donc à l'Assemblée, 38,9% pour le Parti démocrate de Walter Veltroni contre 45,9% pour celui de Silvio Berlusconi, donc majorité très nette, et encore plus nette au Sénat, où là on avait dit que ce serait très très serré, et là, suivant les estimations qu'on donne ici à la RAI où nous sommes ce soir, 38,4% pour le parti de Walter Veltroni, donc pour la gauche, et 46,8% pour celui de Silvio Berlusconi. Donc on est loin du score très très serré qu'on attendait ces derniers jours. Hélène, on remarque aussi un effondrement des petits partis. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça, c'est vrai que c'est la grande leçon de ce scrutin. Ces derniers jours, on disait que justement Silvio Berlusconi pourrait être tenté par une technique, par une stratégie d'ouverture un petit peu façon Nicolas Sarkozy, et c'est pas du tout le cas ce soir, puisqu'on voit que les deux principaux partis de gauche et de droite obtiennent un score très très important. Les petits partis s'effondrent, et donc ce qu'on voit, eh bien, c'est une tendance au bipartisme en Italie. C'est un peu la fin de l'exception italienne avec cette vie politique très compliquée, cette multitude de petits partis, de coalitions, et ça semble être une des grandes tendances qui devrait se confirmer d'après les observateurs dans les semaines qui viennent. Merci Hélène, merci. Les otages du Ponant, dont 22 Français sont arrivés ce soir à Paris. Ils ont retrouvé leur famille à l'aéroport d'Orly. Leur famille et Nicolas Sarkozy, venu les accueillir en bas de la passerelle. À sa sortie, le capitaine du voilier a exprimé une pensée pour Ingrid Betancourt. Le gouvernement s'apprête à renforcer le contrôle des chômeurs. Principale mesure, des allocations réduites ou suspendues si un demandeur d'emploi refuse au moins 2 offres valables. Ce projet sera présenté jeudi au syndicat. Le Parti socialiste parle déjà de chasse aux chômeurs. Marie Hospital. L'objectif du gouvernement est d'éviter que les chômeurs ne le soient trop longtemps. D'après les Échos, la pression va donc s'accroître pour ceux qui restent plus de 6 mois sans emploi. Après ce délai, le chômeur devra accepter tout emploi conforme à sa formation, requérant moins de 2 heures de transport par jour et qui soit rémunéré au moins 70% de son salaire antérieur. Des critères beaucoup plus précis qu'actuellement, qui existent notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Il serait formalisé sous la forme d'un contrat entre le chômeur et la future ANPE Unédic. Le PS estime que le gouvernement se trompe de priorité.
On voit qu'il y a une politique qui est une politique qui permet de faire baisser des chiffres, mais qui augmente la précarité dans notre pays, qui augmente les gens qui sont aujourd'hui des travailleurs en situation d'extrême pauvreté. Et donc, plutôt que de faire la chasse aux chômeurs, on devrait demain engager la chasse à la précarité. Contacté, Bercy a souligné que le document que s'étaient procuré les Échos n'était pas finalisé. Les discussions entre le ministère de l'Emploi et les syndicats s'annoncent tendues. Ces derniers ne manqueront pas de souligner que 1500 chômeurs sont déjà radiés des listes chaque mois pour refus d'emploi. Il est donc fort probable que les propositions du gouvernement évoluent d'ici le 6 mai, date à laquelle le texte doit être présenté officiellement. Autre réforme, l'assurance maladie. Les frais d'optique pourraient ne plus être pris en charge par la sécurité sociale. La gauche dénonce la fin de la sécurité sociale pour tous. François Bayrou contre-attaque. Le président du MoDem dénonce une manœuvre de l'Élysée contre son parti pour tenter de mettre fin au pluralisme du système politique. Selon une note attribuée au porte-parole de l'UMP, Dominique Paillet, l'Élysée estime qu'un tiers des sénateurs centristes seraient prêts à rejoindre le nouveau centre. François Bayrou, ce soir, promet de contre-attaquer. Depuis quelques jours, nous savons de manière certaine que des mouvements présentés comme internes, la mise en cause de la ligne d'indépendance de notre mouvement, n'avaient en réalité pas grand-chose de spontané, qu'ils étaient dirigés et agités de l'extérieur et, pour parler clairement, de l'Élysée. Et je me suis dit que l'intrigue, la déloyauté, le cynisme, ce n'était pas cela qu'on attendait des gouvernants en démocratie, surtout de ceux qui, articulant une promesse illusoire, une de plus, affirmaient, pendant la campagne électorale, vouloir construire une démocratie exemplaire. Dominique Paillet, le porte-parole de l'UMP, a répété ce soir sur notre antenne qu'il ne savait rien de l'existence de cette note publiée par le journal Le Monde. Le Monde qui a connu aujourd'hui une grève historique, la première depuis sa création en 1944. Les salariés protestent contre le plan de redressement qui prévoit 130 suppressions d'emplois. Jean-Pierre Raffarin demande la démission de Ségolène Royal. Motif, la condamnation en appel de la présidente de la région Poitou-Charentes pour licenciement abusif. Ségolène Royal juge les propos de l'ancien Premier ministre diffamatoires. En pleine polémique sur les Jeux Olympiques, Pékin reste un partenaire financier de premier plan. Depuis son entrée dans l'OMC, la Chine est un des premiers investisseurs de la planète. Comment attirer en France une partie de cette manne financière ? Un colloque était organisé aujourd'hui au Sénat. Flora Sauvage. Au 7e rang des investisseurs en France en 2006, la Chine s'intéresse de plus en plus à l'Hexagone. Implantation de bureaux commerciaux et ouverture de centres de recherche, la France est convoitée par les investisseurs chinois. Le but pour les entrepreneurs français est de rester attractifs. Aujourd'hui, pour toute entreprise d'une certaine taille, il y a un défi ou une opportunité chinoise. Et donc le fait d'être proche de la Chine, même si on n'investit pas en Chine, est important, puisque nos entreprises européennes, françaises, ont à traiter avec la Chine d'une manière ou d'une autre. Avec 19 milliards de dollars investis en 2007, la Chine s'est dotée d'un fonds souverain qui suscite un vif intérêt auprès des dirigeants économiques et politiques à travers le monde. Il faut aujourd'hui attirer les moyens financiers. Si nous ne les attirons pas chez nous, ils les iront ailleurs. Nous sommes dans une compétition. Il faut jouer la carte de l'attractivité de l'Europe. Les grands projets européens ont besoin des fonds du monde. Aujourd'hui, il y a les fonds souverains chinois, mais il y a aussi Singapour, il y a aussi Dubaï. On voit le Moyen-Orient qui se développe, on voit un grand nombre de territoires qui se développent. L'Europe doit jouer sa carte de l'attractivité également. Depuis quelques mois, un fonds public d'investissement est entré au capital de Total. L'arrivée d'un investisseur chinois chez Total pourrait ouvrir des portes aux Français en Chine, où il emploie 4000 personnes. Un hommage à Gaston Monerville, celui qui a été pendant 21 ans président du Sénat, était aussi un grand avocat. Le barreau de Paris lui a rendu hommage aujourd'hui. L'occasion pour Hugues Portelli d'évoquer ce qui a toujours guidé l'ancien président de la Haute Assemblée, au micro d'Alexandra Turpin. Gaston Monerville, c'est une des grandes figures républicaines de défense des droits de l'homme. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a rempli des fonctions diverses, sur le plan politique, au sein du barreau, dans son pays d'origine, mais aussi dans le Lot, qui était son pays d'adoption. Mais chaque fois, il y a un point unique dans tout son itinéraire, c'est la défense des valeurs républicaines et des droits de l'homme. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud. On n'y voit pas très clair ce soir après les déclarations de Roselyne Bachelot de faire rembourser vos lunettes.
par les seules mutuelles et non plus par la sécurité sociale. Déjà, les opticiens s'inquiètent et les mutualistes font les gros yeux. Jean-Louis Gombaud a bien sûr jeté un œil sur ce dossier et nous apporte toutes ses lumières sur le plateau de Bouge la France. Voilà, c'est une polémique qui semble venir après les déclarations de Roselyne Bachelot. C'est vrai que ces frais d'optique qui ne pourraient plus être pris en charge par la sécurité sociale. On se dit, ça y est, vous en parlez la semaine dernière, c'est encore une nouvelle bourde de communication du gouvernement, ou alors c'est peut-être sérieux? Disons que c'est un ballon d'essai. On part de 2 ou 3 chiffres pour essayer d'aborder la question. La sécurité sociale, c'est 12 milliards d'euros de déficit. L'assurance maladie, c'est 6 milliards. Avec une augmentation des remboursements maladie de 5% par an. On a beau faire, on n'arrive pas à freiner vraiment les dépenses maladie. Alors effectivement, Madame Bachelot a parlé hier de retirer des remboursements de la sécurité sociale les frais d'optique. Mais avec ça, elle va économiser combien? Compte tenu que déjà la sécurité sociale ne prend en charge que 6% des frais d'optique, elle va économiser 220 millions d'euros. C'est pour ça que je parle d'un ballon d'essai. Mais en fin de compte, le débat est plus profond que ça. Par exemple, déjà, on réfléchit pour retirer les frais dentaires, les prothèses dentaires. Avec ça, elle va économiser à peu près 1 milliard d'euros. Et également, les soins dentaires pour adultes, on arriverait à 2 milliards. Comme en même temps, elle nous a dit hier qu'elle voulait économiser à l'assurance maladie 3 milliards d'euros en 2009, je fais mon petit calcul, dentaire plus les yeux, elle a ces 3 milliards, et je ne compte pas ce qui pourrait se passer pour les oreilles, par exemple. Qui va rembourser maintenant donc ces lunettes? Alors, l'idée, c'est que la sécurité sociale se défonçant sur ces certain nombre de remboursements, les remboursements seraient pris en charge par les mutuelles. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, 78% des remboursements sont assurés par la sécurité sociale. À peu près 13% sont assurés par les mutuelles et 9% sont assurés par les gens eux-mêmes, directement par leur porte-monnaie. L'idée, ce serait donc de faire grossir la part des 13% de façon à alléger le budget énorme et déficitaire de l'assurance maladie. Le problème, c'est qu'évidemment, la conséquence immédiate, ça sera l'augmentation, évidemment, des cotisations pour les mutuelles, qui déjà... Ah oui, c'est obligatoire. Hein. Ce qui est pris d'un côté, ça va être compensé de l'autre. Voilà. Donc on n'augmentera pas, si vous voulez, les prélèvements obligatoires pour l'assurance maladie style CSG, mais de facto, on augmentera sur les mutuelles, qui déjà augmentent à peu près de 3% par an, ce qui est quand même pas négligeable. Deuxième problème, c'est que 20% des couches les plus pauvres en France n'ont pas de mutuelle. Donc il va falloir imaginer un système où l'État aidera les plus pauvres à acquérir une mutuelle. Parce que si ces gens-là n'ont pas une mutuelle, ils se soigneront pas et ça posera un certain nombre de problèmes. Donc, mais on est engagé sur un processus un petit peu différent que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Est-ce qu'il va y avoir d'autres changements de stratégie comme cela, de réorganisation de la part du gouvernement? Je pense qu'il faut revenir au discours que prononçait Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il faut séparer ce qui est de la responsabilité de la société dans les remboursements maladie et ce qui est de la responsabilité individuelle. Le problème, c'est que la frontière entre ce qu'on appelle le social et l'individuel en matière de maladie n'est pas si simple à établir. Là, on peut prendre 2 chiffres pour essayer de voir vers quelle direction on pourrait aller. 50% des assurés sociaux dépensent en assurance maladie ou font dépenser à l'assurance maladie 530 € par an de remboursement, ce qui est absolument négligeable. 50%, 530 €. En revanche, 2% font 20 000 €. Autrement dit, l'idée, ça serait la suivante. Les petits risques, les petits soins, qui sont la masse des remboursements que demandent les gens chaque année, voire tous les jours, seraient pris en charge par ces personnes-là vis-à-vis des mutuelles, et les gros risques, les choses extrêmement lourdes, seraient prises en charge par l'assurance maladie. Ce sont ce genre d'hypothèses vers lesquelles on travaille. Et donc je comprends bien que le fait que vous n'ayez pas chaussé vos lunettes ce soir, c'est une forme de protestation. Ou d'économie. D'économie. Merci beaucoup Jean-Louis. On va évoquer maintenant le cas des ados, les ados qui comprennent rien du tout à l'entreprise, mais on va réparer ça. Et oui, quelle image nos ados peuvent-ils avoir du monde de l'entreprise? Sans doute une image bien floue et bien lointaine des réalités. Bertrand Pointeau, dans son ouvrage d'initiation spécialement écrit pour les jeunes, fait de l'entreprise un univers aux multiples facettes, un livre bienvenu lorsque l'on sait que 3 jeunes sur 4 feront leur vie professionnelle dans l'entreprise. Bonsoir Bertrand Pointeau. Bonsoir. Alors j'ai lu votre livre et alors c'est fait pour les jeunes.
Moi, j'ai trouvé que c'était aussi fait pour les adultes. C'était quand même une bonne chose que les parents lisent ça. Absolument. Écoutez, effectivement, il est fait pour les jeunes et il y a quelque chose à combler là que j'ai identifié d'abord avec ma famille, avec mes enfants, en écoutant mes enfants s'exprimer sur l'entreprise autour de la table familiale. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'interrogations, pas mal de méconnaissances aussi. Donc comme je me suis intéressé au sujet, j'ai cherché et je me suis aperçu qu'il existait très très peu de choses. Ouais. J'ai aussi parlé à des parents et je me suis aperçu que les parents avaient du mal à se raconter, à raconter leur vie professionnelle aux enfants. Donc parce que peut-être ils ont du mal à mettre dans un contexte, dans un cadre plus global ce qu'ils vivent tous les jours au travail. Donc j'ai cherché à combler ce manque. Pourquoi enfin vraiment ça n'a jamais existé avant? Écoutez, c'est très surprenant, mais c'est la première fois en fait qu'un grand éditeur jeunesse écrit un livre conséquent sur le monde de l'entreprise, spécialement pour les ados. Donc effectivement, il y a une première. Il y a également une première dans la forme du livre, puisque le livre part d'exemples, le livre est extrêmement illustré. Au-delà de mes textes, il y a 2 illustrateurs qui ont travaillé sur ce livre. Ça ressemble à tout sauf à un livre de management. Donc c'est une manière très nouvelle de parler de l'entreprise. Oui. Alors au départ, moi je trouvais que c'était un livre qui poussait un petit peu les jeunes à créer la leur, à créer leur future entreprise. En fait, c'est pas spécialement ça. C'est connaître un petit peu comment travaille le monde entrepreneurial. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que un des partis pris que j'ai adopté, c'est de montrer l'extrême diversité du monde de l'entreprise. Donc, on voit des toutes petites entreprises, on voit des entreprises de jardinage, de construction, on voit des grandes multinationales, on voit des entrepreneurs qui se sont faits tout seuls, on voit des gens bardés de diplômes, et effectivement, on voit des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises et des salariés également. J'ai eu une statistique comme quoi 67% des Français pensaient que notre système éducatif ne préparait pas nos enfants au monde de l'entreprise. C'est vrai qu'il n'y a absolument pas de cours qui expliquent ça dans notre système. Alors, c'est plus ou moins vrai et Dieu merci, le monde est en train de changer et il n'y a pas de cours de métier, par exemple. Alors, on se pose plein de questions sur l'éducation en ce moment. On pourrait dire, tiens, pourquoi pas sensibiliser les gens sur les métiers d'artisans, etc. Alors, il existe quand même plusieurs choses. L'éducation nationale se mobilise. Il y a des mini-stages maintenant en 3e d'une semaine. C'est un début. Il y a une option qui s'appelle la découverte professionnelle de l'entreprise. Alors, on essaye de définir le contenu de cette option, mais c'est clairement un pas dans la bonne direction. Les parents d'élèves également se mobilisent massivement et souvent organisent des journées des métiers derrière lesquelles les parents sont très enthousiastes et se mobilisent les samedis matins pour faire ce genre de choses. Mais c'est le prisme métier. Et en fait, le prisme métier, c'est une manière d'aborder le monde professionnel. Le prisme entreprise, c'est une autre manière. Parce que peut-être que les métiers que feront nos enfants demain n'existent pas aujourd'hui. Par contre, l'entreprise est un cadre dans lequel ils vont vivre leur vie professionnelle. La méthodologie de votre livre, il y a des moments où j'ai eu du mal à comprendre parce que vous prenez des exemples très précis comme fondateur d'une société de conseil, jardinier paysagiste, c'est la page suivante. Et la page suivante, c'est toutes les fonctions dans une entreprise. On a du mal à avoir le fil. Vous avez pris au hasard, vous avez pris des métiers qui avaient une certaine valeur. En fait, c'était symbolique. Alors quand on regarde bien, il y a une méthodologie qui est très structurée. En fait, les chapitres sont tous construits à peu près sur le même concept. Il y a une première partie qui est une partie découvrir, où on raconte 3 ou 4 histoires pour bien poser le sujet. Par exemple, création d'entreprise, on décrit 3 ou 4 situations de création d'entreprise. Ensuite, il y a une partie comprendre, où on explique les concepts. Il y a un portrait d'entrepreneur, où on caractérise un personnage, son destin. Il y a une question difficile pour faire réfléchir les ados, parce que les ados aiment bien réfléchir par eux-mêmes à des sujets un peu complexes. Et puis, à la fin, il y a quelque chose qui s'appelle « À toi de jouer ». Et on leur demande, en fait, de mettre en pratique un certain nombre de ces idées, réfléchir à la création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est dans ma vie de tous les jours à moi ? D'entreprise ou d'initiative, lancer un site musical sur Internet, par exemple, comment on s'y prend ? Voilà, exactement. Et vous mentionnez cet exemple-là. À côté de cet exemple-là, il y a l'ouverture d'un restaurant. Et les défis ou les questions qui se posent dans l'ouverture d'un restaurant sont pas du tout les mêmes que dans le lancement d'un site Internet. Donc c'est faire sentir ces différentes situations. Le monde de l'entreprise est très divers. J'avais besoin de restituer ça. C'est incitatif aussi pour créer des entreprises. Créer un restaurant, monter son restaurant, c'est monter une boîte quand même. Pourtant, quand on regarde les statistiques, on n'est pas nuls, nous les Français, par rapport aux Allemands. On fait assez preuve d'imagination dans la création d'entreprises. Alors, on est
très actif dans la création d'entreprises. Je crois qu'on crée 320 000 entreprises par an, donc c'est pas mal du tout. Le problème, c'est que nos entreprises nos entreprises ont un certain mal à croître. Donc on a beaucoup de toutes petites entreprises, voire même d'entreprises où c'est finalement un individu qui s'est mis à son compte. Ce qui nous manque cruellement, c'est des entreprises de 100 à 200 personnes. Et mon souhait à travers ce livre, c'est que la prochaine génération arrive à faire ce que la nôtre n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire créer un grand nombre de ces entreprises de moyenne taille qui sont finalement les environnements de travail souvent les plus intéressants. Et puis vous avez fait appel à ou pris comme exemple des personnalités. Carlos Ghosn, le PDG de Renault, qui dit que en fait ce qu'il y a de plus remarquable, de plus intéressant dans une démarche, c'est de se confronter aux cultures des autres. C'est très enrichissant, des autres pays en particulier. Et il sait de quoi il parle. Voilà. Alors, je suis content que vous ayez relevé ce point-là parce que au travers des 16 portraits, absolument, merci beaucoup. Au travers des 16 portraits qui figurent dans ce livre, c'est une constante que j'ai retrouvée. J'ai trouvé en fait que beaucoup de ces entrepreneurs, même s'ils travaillaient ou s'ils avaient créé leur entreprise en France aujourd'hui, avaient trouvé l'idée de base, le fait qui a démarré toute leur démarche, souvent au travers d'une expérience à l'étranger dans une autre culture. C'est très fréquent. On parlait très récemment sur ce plateau de la mobilité des Français et des fonctionnaires. C'est vrai qu'en France, il y a une sorte de réticence à vouloir bouger et les jeunes, justement, il faut vraiment leur montrer que c'est un atout pour eux de bouger, d'aller un petit peu partout en Europe en particulier. Voilà, quitte à revenir ensuite en France et appliquer ces bonnes idées dans notre environnement. On a beaucoup besoin de ça. Les entreprises de demain, vous leur consacrez une large part. Est-ce qu'elles ont de quoi vraiment séduire les jeunes? Parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux concepts d'entreprise. On parle beaucoup en ce moment dans les grands virages que représenteront l'emploi dans les années futures, des emplois de service en particulier. Oui, écoutez, j'aborde effectivement les entreprises de demain. Alors ça va du moins technologique, les services à la personne, et effectivement les services seront très créateurs d'emplois. Probablement 2/3 des emplois demain seront créés dans les services, donc c'est important. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les services, ça permet de démarrer des entreprises avec relativement peu de capital et parfois peu de diplômes, ce qui est très bien pour tout un tas de jeunes qui s'intéressent à l'entreprise. Mais je prends d'autres extrêmes comme les nanos, les biotechnologies, où là je leur fais explorer un monde extrêmement pointu, extrêmement sophistiqués, où il y a des exemples d'entreprises qui s'attaquent à des problèmes de santé, à des problèmes d'environnement aujourd'hui, qui font des choses absolument exaltantes. Et vous serez d'accord pour défendre tous les métiers que l'on apprend aux jeunes, ce qu'on appelait par le passé, quand on envoyait les enfants très jeunes dans les entreprises. Bon, maintenant c'est un petit peu plus tard, mais ils ont des contrats en alternance, où ils sont à moitié d'entreprise, à moitié toujours en études, et ça c'est très positif, non? Oui, absolument. D'ailleurs, l'une des personnes... Les ex-apprentis, maintenant apprenti, ça veut plus du tout dire la même chose. Vous avez raison. L'une des personnes, Pierre Bellon, qui est un grand entrepreneur, créateur de Sodexo, une des plus grandes entreprises françaises créées absolument ex nihilo, qui a fait la préface de ce livre, insiste beaucoup sur ce point du haut de ses 77 ou 78 ans et souligne l'importance pour nos jeunes de faire ces alternances, ces stages, qui sont un facteur de croissance, de maturité pour eux, de découverte. Et puis vous terminez par les bienfaits et les défis de la mondialisation. C'est vrai que c'est une façon de prendre un petit peu un phénomène de toute façon qu'on ne peut pas contourner, en essayant justement de le comprendre et d'arriver à le placer dans le contexte d'une vie personnelle. Voilà. Et là, dans ce dernier chapitre, dans la partie découvrir, je prends 3 jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Une jeune femme qui s'appelle Pei, qui rentre dans le monde du travail en Chine, un Indien qui s'appelle Arpan, qui arrive à Bangalore, et un Français qui démarre en France, mais travaillant pour une entreprise étrangère, pour leur faire sentir un petit peu la réalité de cette mondialisation pour leur génération. Vous visez les ados, quoi, c'est 12-16 pour vous? C'est 14, 16, 17. Ça commence à la 3e jusqu'à la terminale. Voilà, vous allez faire un tour de France, faut aller dans les écoles avec ce livre pour justement leur expliquer. Ça a déjà commencé, c'est la partie, je vais au contact de mon public, bien sûr. Très bien, voilà, je remonte l'entreprise enfin expliquée aux ados de Bertrand Pointeau. C'est chez Nathan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et dans Bouge la France, on essaie aussi d'être éducatif. On va partir en Italie maintenant pour les élections. Silvio Chiri et Walter Kipler à 71 ans. Le Cavaliere retrouve le pouvoir. Une victoire sans discussion ce soir de Silvio Berlusconi. La droite italienne recueille la majorité absolue au Sénat et à l'Assemblée nationale. Une nouvelle donne pour l'Italie, pays comme la France, en panne de croissance. Sur le plateau de Bouge la France, ils sont 2 pour commenter ce soir les élections italiennes. Marco Zouf, chargé au Parti Socialiste des relations avec l'Italie,
et Bruno Cousin, chercheur, lui aussi spécialiste de nos voisins transalpins. Bonsoir à tous les deux. Je suis en train de lire une dépêche qui vient de tomber. Berlusconi proclame sa victoire, ça c'est pas une surprise, et annonce déjà des mois difficiles. C'est assez étonnant quand même d'être élu dans les conditions dans lesquelles il est élu, c'est-à-dire avec plus d'avance. Je pense que vous serez d'accord l'un et l'autre que l'on pensait, et d'annoncer tout de suite, ça va pas être facile. Oui, mais c'est une annonce qu'il a déjà énoncée plusieurs fois durant la campagne électorale, ce qui a d'ailleurs donné à sa campagne électorale un ton un peu différent des campagnes précédentes. Donc je crois qu'il faut pas être aveuglé par les derniers jours. Nous avons eu un feu d'artifice du meilleur berlusconisme, y compris la proposition d'un mois de la liberté, c'est-à-dire d'un mois sans impôt. Mais derrière ça, en fait... Il n'a pas fait beaucoup de promesses pendant sa campagne. Non, il n'a pas fait énormément de promesses cette fois-ci durant sa campagne. Et je crois surtout quand on pense à Berlusconi, il faut voir l'homme qui est le collant de cette coalition pour une bonne part, qui est Giulio Tremonti, l'ancien ministre des Finances, qui a énoncé, disons, des propositions relativement décoiffantes sur la question d'un protectionnisme européen, sur une sorte de néocolbertisme à l'italienne, qui a fait bouger un peu les lignes et qui, lui, lors des élections de 2006, proposait déjà un gouvernement de grande coalition. On a l'impression que lui-même est surpris de l'ampleur de son score. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec de toute façon, sans avoir, disons, de sondage à partir de 15 jours, et non, mais même, on arrête de faire des sondages 15 jours avant les élections en Italie, donc lui, il fait un petit peu semblant, parce qu'il en fait quand même. Vous savez, il a la tête d'un des plus grandes sociétés de sondage du pays. Mais bon, c'est certain, un peu tout le monde est surpris en même temps. Cette annonce dont vous parliez un peu de se serrer la ceinture, c'est quelque chose qui est presque inévitable. C'est-à-dire qu'actuellement, inévitable. L'Italie traverse vraiment une crise économique extrêmement forte. Tous les indicateurs le montrent. C'est-à-dire que qu'on parte des annonces du FMI ou est-ce qu'on serait proche quasiment là maintenant on se rapprocherait de la récession, que ce soit la crise à l'Italia, la dioxine dans la mozzarella comme ça. C'est un petit peu Qu'est-ce qui a forgé sa victoire, vous qui êtes au PS chargé des relations avec l'Italie? Est-ce que c'est le mauvais bilan de Romano Prodi, de son gouvernement? Comment cette gauche a réussi à réduire à néant ce qu'elle avait acquis par les urnes? Cette gauche, ce sont des lieux communs qui ont été énoncés c'est gauche même. Dans la presse. D'ailleurs, il s'agit pas d'une gauche, il s'agit d'un centre-gauche qui a pu être à une époque un gauche-centre, mais étant donné l'évolution du Parti démocratique, ce que l'on peut en comprendre, là il s'agirait plutôt effectivement d'un centre-gauche. Détruite, c'est la conflictualité interne, notamment avec Bertinotti qui, disons, a un peu mordu le trait. Il était président de la Chambre, mais enfin il est intervenu dans les débats politiques de manière parfois un peu fracassante. Donc cette coalition était tout à fait fragilisée. Et de ce point de vue, la nouveauté représentée par le Parti démocratique, c'est qu'elle établissait un barrage sur sa gauche. J'ajouterais que la grande surprise pour moi de ce scrutin, c'est le score extraordinairement médiocre de l'arc-en-baleine, donc ce qui devait préfigurer la nouvelle formation de la gauche alternative, etc., qui fait quand même un score, à ma connaissance, qui est trois fois inférieur à ses possibilités, puisqu'il s'agissait de la réunion de 4 formations. On sait très bien que dans les fusions partisanes, il est assez rare de retrouver l'ensemble des suffrages réunis par les formations séparément, mais enfin ce coup-ci, c'est une gifle absolument considérable. Au téléphone est avec nous Sandro Gozzi. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Romano Prodi. Vous avez entendu ce qu'on disait dans l'analyse de cette défaite de la gauche. Est-ce que le bilan, voire même les codes d'impopularité du gouvernement de Romano Prodi ont pesé lourd, été un facteur déterminant pour vous? Alors, je voudrais dire que sans doute la partie de la coalition de Romano Prodi, la gauche radicale, qui a posé des problèmes tout au long de l'expérience du gouvernement Prodi a été sanctionnée. Oui. C'est-à-dire que cette gauche qui a été très critique aussi a perdu. Est un facteur de clarté, de clarification dans les bâtiments politiques italiens,
il est clair que il y a les querelles et disons les problèmes de visibilité de l'action du gouvernement Prodi a pesé lourd parce que les Italiens n'ont même pas perçu les résultats positifs de ces gouvernements. Mais je dirais que je ferai une distinction entre l'action du gouvernement et l'expérience de la coalition. Que peut se reprocher? L'action du gouvernement a été positive, l'expérience de la coalition a été négative et c'est pour cela que le radical a été durement sanctionné. Qu'est-ce que doit se reprocher Romano Prodi ce soir sur sa stratégie? Je crois que surtout, de ne pas avoir suffisamment bien expliqué son action, notamment du point de vue de l'assainissement des finances publiques, expliquer les raisons de son action, les problèmes de communication que ce gouvernement a eu qui ont été énormes. Et peut-être on aurait dû commencer plus tôt aussi l'action de redistribution sociale. Ce gouvernement s'est concentré beaucoup sur l'assainissement des finances publiques, commencer à faire une action plus sociale en faveur des salaires les plus bas, des revenus les plus bas et des retraites les plus basses. Et en 2008, il aurait peut-être dû commencer avant, mais c'est vrai que la situation des finances publiques était très difficile. Comment expliquez-vous, ce sera ma dernière question, ce troisième retour de Berlusconi, alors que finalement le bilan de son dernier gouvernement entre 2001 et 2006 était quand même loin d'être fameux? Pour deux raisons. La première, c'est que le climat qu'en Italie on appelle d'antipolitique, qui a été créé dans ces dernières années, et c'est un climat qui est très propice pour un message facile et populiste comme celui de Berlusconi. Donc il y avait un climat de désaffection vis-à-vis de la politique, des institutions. Vous savez, même ce livre qui est sorti en Italie sur la caste, ce climat contre toute la classe politique, c'est un climat qui est favorable à la droite. Deuxième point qui est lié au premier, ce n'est pas vraiment le succès de Berlusconi, c'est le succès de la Ligue du Nord. Si vous regardez au résultat, les grands succès, les grands gagnants en termes de voix par rapport aux dernières élections, c'est la Ligue du Nord, qui a joué comme catalyseur du malaise, notamment les malaises du Nord, les problèmes d'immigration, tout ça a joué en faveur de la Ligue du Nord, qui est une partie importante, et ce sera une partie très influente dans la coalition qui est sortie gagnante. Très bien, merci beaucoup Sandro Gozzi de nous avoir rejoint par téléphone ce soir. C'est vrai que il y a fait un petit peu allusion, Sandro Gozzi, à une campagne antipolitique avant ces élections-là, à l'image de l'humoriste Beppe Grillo, qui a dénigré les politiques, voilà. Disons que de toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu quand même dans cette campagne une difficulté, en fait, comme à faire émerger les questions sociales, ces mêmes questions sociales qui avaient été négligées, disons un petit peu, qui avaient pu être perçues comme négligées par le gouvernement Prodi, elles n'ont pas non plus émergé dans la campagne. C'est-à-dire que la campagne s'est quand même concentrée sur des questions très techniques, sur des questions qui étaient liées à la façon de comptabiliser les voix, sur la nécessité de changer le système politique, mais il y a un certain nombre de problèmes. Enfin, le fait que en Italie, les inégalités se creusent. L'Italie est un des pays les plus inégalitaires d'Europe, mais vraiment, c'est le plus inégalitaire en termes d'écart, en termes de niveau de pauvreté absolu, que l'Espagne, que l'Allemagne, que la France. Rien géographique entre le nord et le sud. En plus, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a d'énormes différences régionales. C'est-à-dire que la Lombardie, ça se rapproche quand même plus un peu de la Suisse, tandis que le sud de l'Italie, on est quand même plus proche du cas portugais comme ça. Mais il y a ça, et en plus, ces situations de pauvreté sont liées vraiment à des rigidités du système. Si vous voulez, encore une prééminence comme forte du clientélisme, de la corruption, un problème économique structurel qui est le fait que l'Italie a été compétitive pendant très longtemps grâce à l'inflation et en réussissant quand même, si vous voulez, à faire fonctionner des petites et moyennes entreprises qui étaient compétitives parce qu'elles avaient une main-d'œuvre très très peu payée, qui continue à être très très peu payée. C'est les centaines de milliers de travailleurs clandestins qui travaillent en Italie. Qui sont payés souvent au noir. Qui sont payés au noir, c'est ça, et qui sont payés très très peu et qui rendent en partie l'industrie italienne compétitive. Et
tous ces débats-là, si vous voulez, il y a une paupérisation et ça n'a pas été abordé. Dans ce que vous dites, Marc Audoux, je pense que vous serez d'accord, c'est tous les thèmes qui, finalement, sont très bons pour la droite. Il y a eu ça, il y a les poubelles à Naples, et également, il y a tous ces thèmes. Finalement, la remise en cause de la caste politique et même des structures, même du pays, c'est évidemment des thèmes sur lesquels, assez populistes, sur lesquels surfe la droite et l'extrême droite. Alors, si vous voulez, il faut avoir une vision de plus longue durée. Cette montée de l'antipolitique, elle a été explosive en 92-94, donc les grandes familles politiques, les grands partis politiques se sont effondrés ou ont dû se transformer, ont scissionné, etc. Bon, ce serait beaucoup trop long d'entrer dans le fond de la question, mais on a quand même eu une partitocratie sans parti. Bon, ce qui est encore pire durant cette phase de transition. Le succès, on faisait allusion au livre sur la caste. Ce livre s'est vendu à 800 000 exemplaires. Quand un ouvrage se vend à 800 000 exemplaires, c'est un fait social. Ouais. Bon. À partir de là. Après, il faut ajouter aussi le comique, là, j'en parlais, Beppe Grillo. Voilà, si vous voulez. C'est un Coluche, mais pas tout à fait quand même, parce qu'il est allé au bout de sa logique, quand même. Avec il a quand même créé, là, faut quand même le dire, au public, il a quand même créé la journée où on envoie les politiciens se faire foutre. Voilà. C'est son terme, hein. Bon, donc c'est un peu violent, hein. Et si vous voulez, cette antipolitique, je veux dire, bon, notre ami de Rome rationalise un peu à l'excès, parce que je ne crois pas que nous ayons assisté à une si grande clarification que cela. Parce que, par exemple, il y a un représentant de l'antipolitique qui réussit lui aussi un excellent score, c'est le juge, l'ancien juge Di Pietro, qui fait 5%. Et la droite aura à gérer la question de la Ligue, ça c'est entendu, qu'elle a déjà eu à gérer dans des conditions parfois assez contradictoires, mais Di Pietro et la question du justicialisme est totalement contraire à ce qu'était le sens de la campagne électorale à ses débuts, qui était un sens de normalisation de la vie politique entre les deux grandes formations, une forme quand même d'accord, de non-agression, etc. Alors on est dans un mélange là qui là aussi risque de se révéler très très instable. Quel message les Italiens ont voulu envoyer justement en donnant, encore une fois on le répète, mais une victoire assez large de Silvio Berlusconi qui ne pensait pas avoir la majorité absolue au Sénat et qui l'obtient. Mais c'est difficile de dire qu'ils ont voulu donner un message. La plupart des analystes comme sont d'accord pour dire qu'en fait ça a été un petit peu un vote par dépit, un petit peu un vote, si vous voulez, de lassitude, etc. En tout cas, ce qui était incroyable vraiment dans la campagne, c'est que parce que votre collègue, l'ancien conseiller Romain explique effectivement l'antipolitique comme quelque chose de subi, mais en termes de stratégie, Silvio Berlusconi, durant ces 2 mois, cette campagne flash qui a eu lieu comme ça à partir du moment où le gouvernement est tombé, il a quand même réussi à la concentrer, c'est-à-dire à mettre de côté là aussi les thèmes sociaux, à faire revenir des thèmes de biopolitique, de mœurs, la question de l'avortement, la question, il y avait comme un supplétif qui est un peu un parti formation anti-avortement, les thèmes de mœurs, dont on sait bien que ce sont des thèmes particulièrement clivants, si vous voulez, et des thèmes en plus qui peuvent facilement ramener une partie des classes populaires vers la droite. Donc les autres les lâchent sur les questions sociales, nous on les récupère sur les questions un peu actionnaires de mœurs. J'irai plus loin, parce que ça c'est un problème qui regarde d'ailleurs d'autres pays également. La majorité des classes populaires au sens de la classe ouvrière, etc. dans le Nord votent pour la Ligue. Donc il y a une offensive sur la question des valeurs, parce qu'effectivement il y a un enjeu en Italie qu'on a beaucoup de mal à percevoir ici, qui est le catholicisme politique et l'existence du Vatican. Il y en a à droite et à gauche, d'ailleurs. Il y en a à droite et à gauche. Avec donc c'est un enjeu. Du Vatican, mais les catholiques pratiquants votent en majorité pour la droite, les ouvriers votent en majorité pour la droite, et les zones les plus productives du pays votent en majorité pour la droite. Donc il y a quand même un problème de fond derrière ça, qui renvoie peut-être, c'est une hypothèse que j'ose avancer, à la disparition des identités. Il y a quand même un paradoxe que j'ai du mal à m'expliquer. Comment se fait-il que les journalistes, en premier d'ailleurs, prennent Berlusconi pour un ringard, pour quelqu'un qui est dépassé, le prennent pas au sérieux, en gros? Et c'est quand même, il fait un parcours politique, enfin, entre guillemets, remarquable, réélu pour la 3e fois, et très largement. Il y a quand même un décalage entre les deux points de vue. Journaliste en France, en Italie, vous entendez, parce que c'est un petit peu une vision, il y a un petit peu une vision un petit peu différente. L'Italie est quand même un pays très compliqué, comme Marc Zouf l'a bien un peu illustré. Donc effectivement, il est difficile, sans se plonger vraiment dedans, d'en avoir une vision qui soit pas un peu trop, caricaturale. En même temps, à certains moments, il faut dire la réalité dépasse la caricature. Enfin, il faut quand même
se rappeler que le dernier gouvernement est quand même tombé parce que parce que la femme du ministre de la Justice a été mise en examen pour une question donc de ce qu'on appelle la concussion en Italie, c'est-à-dire d'abus d'autorité, d'accord, lié dans les questions de trafic d'influence. Et en gros, le ministre de la Justice a reproché au gouvernement de ne pas intervenir par solidarité politique pour ensabler l'affaire. C'est-à-dire que le ministre de la Justice, en gros, a reproché au gouvernement de respecter la séparation des pouvoirs. Il est parti de la majorité et c'est en partie ça qui a fait chuter le gouvernement. C'est l'étincelle, on est d'accord. J'entends bien, mais enfin là, il y a une intervention quand même d'un juge une fois qui est quelque peu intempestive parce que nous sommes dans un pays où la magistrature bénéficie d'un régime quand même d'autogouvernement qui présente quand même quelques abus assez criants, puisque dans cette affaire, il n'y avait rien, si vous voulez, il est ressorti du procureur général. C'est illégal comme le reste. C'était pas pire, hélas, que beaucoup d'autres choses. Donc il y a eu un aspect quand même un petit peu téléguidé dans cette affaire qui a effectivement fait chuter le gouvernement et qui a entraîné les élections anticipées. Lequel Mastel, la garde des Sceaux, a déclaré à cette époque, il y a eu cette phrase admirable: je préfère m'affaiblir à la politique. C'était d'ailleurs un ancien ministre du gouvernement Berlusconi d'il y a 10 ans. Hein. Est-ce que on parle un peu de sa campagne maintenant à Berlusconi. Est-ce que ces 3 chaînes de télévision ont joué un rôle? Est-ce qu'il détient toujours cet impact sur les médias? Alors, il y en a quand même. En termes, si vous voulez, de temps de parole, je connais pas je peux pas vous donner les chiffres précis, mais je sais qu'il y en a une des 3 qui lui a donné 60% du temps de parole et 20% au Parti démocrate. C'est Retequattro, donc la plus servile, si vous voulez. Très militante, en somme. Militant étant un mot gentil dans ce cas-là. On est aux limites à la limite de la servilité. Mais enfin, est-ce que ça joue un rôle? C'est-à-dire, il possède 3 chaînes de télévision, il a le deuxième plus grand groupe de presse du pays, mais c'est pas uniquement ça, si vous voulez. C'est pas l'influence des médias, c'est pas uniquement la désinformation. L'influence des médias, c'est aussi une socialisation qui passe partout, qui passe par le fait de représenter certaines fictions, par le fait ça on peut rien y faire, mais c'est parce que sur le marché de la télévision, Berlusconi est scandaleusement surpuissant dans le domaine des médias audiovisuels, mais dans la presse écrite, il est très minoritaire. Dans la presse quotidienne aussi, parce qu'il a Il Journal, qui est son journal militant, qui est la propriété de son frère. Il a Panorama, mais les grands quotidiens qui font l'opinion, que ce soit la Stampa, qui sont très peu lus. La Stampa, le Corriere et la Repubblica, qui est quand même qui lui fait l'opinion au centre-gauche, sont hors de portée d'une influence directe de. Ils sont très peu lus. Ils sont très peu lus et ils sont beaucoup moins lus que Libération, Le Monde en France, par exemple. Non. Vous avez quand même la Repubblica, c'est quand même, on est dans les 800 000 exemplaires, etc. On est plus proche des chiffres d'Ouest France que de ceux des quotidiens parisiens. Je vais vous demander, en tant que socialiste, comment vous analysez, et est-ce que vous faites le parallèle entre ce qui se passe actuellement en Italie? Il y a toujours cet éternel débat avec qui il faut faire les alliances. Ces alliances, elles doivent se faire à gauche, elles doivent se faire au centre. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion et comme leçon? J'en tire comme conclusion déjà que depuis la chute de l'Union soviétique, je crois que la notion de modèle a disparu. C'est déjà quand même un préalable. Donc il y a des expériences qui sont différenciées en fonction d'une histoire politique, de certains événements. En Italie, on a quand même une particularité très étrange pour un socialiste français. C'est une quasi-disparition de la gauche. Le Parti communiste italien et le PSI aux élections de 1976, ça faisait 45% des électeurs, et aujourd'hui les héritiers du Parti socialiste ont fait 0,9 ou 0,8, on verra ça à la fin, et les derniers communistes revendiqués se retrouvent à un score misérable. Donc on a une disparition de ce milieu. Alors qu'en revanche, on a une identité démocrate chrétienne qui est assez bien représentée dans les différentes forces politiques. Donc je doute un peu que ça puisse constituer un modèle, comme certains ont pu l'affirmer ces dernières semaines. Un modèle de choses à ne pas faire, peut-être. Ça, je ne m'aventurerai pas si loin. Mais enfin bon, je crois qu'il faut quand même raison garder. Il y a toujours les rapports entre la France et l'Italie sont un peu étranges de ce point de vue. Il y a des fascinations réciproques qui parfois amènent, à des simplifications un peu coupables. Alors Berlusconi est élu pendant maintenant 5 ans. Il va pouvoir gouverner exactement comme il le souhaite. Qu'est-ce qu'il prépare comme Italie? Sera ma dernière question.
Parce que dans un contexte où on le sait, qui est quand même très compliqué, il y a une crise qui se profile en venant de l'Espagne sur l'immobilier, c'est probablement la même chose en Italie. C'est assez difficile à dire, mais comme le disait effectivement Marc Zouf au début de l'émission, il est probable que, en termes de politique économique, ça soit effectivement Tremonti qui mène un petit peu, enfin qui oriente un petit peu la politique économique, et effectivement qu'on soit sur une variante un peu plus étatiste et en tout cas moins, est-ce que vraiment il avait été libéral la fois d'avant, mais en tout cas moins dans une annonce d'un libéralisme, etc., etc. Alors, la grande question, c'est en revanche en termes effectivement de tout ce qui est sur ces questions de mœurs, les questions un petit peu de réformes qui sont autres qu'économiques, la question du conflit d'intérêts, parce que ce qu'on avait quand même beaucoup dit, qui a quand même été montré, c'est la façon dont il avait un petit peu instrumentalisé la précédente période 2001-2006 pour quand même défendre ses intérêts, se protéger également d'un certain nombre d'actions judiciaires. Ça, on ne sait pas vraiment. Ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aspire à une forme de respectabilité pouvant le mener à la présidence de la République. Voilà, la conclusion qu'on peut tirer, ceux qui le connaissent un peu, savent que cet homme a une soif éperdue de respectabilité et que son but réel, c'est la présidence de la République. D'où cette sortie insensée, il y a quelques jours, dans la dernière semaine de la campagne, énonçant qu'il ne céderait la présidence d'une des deux chambres à l'opposition que si le président de la République donnait sa démission. Donc non, il y a des aspects assez incontrôlables, mais ce qu'il faut retenir quand même pour nous Français, c'est qu'on a affaire quand même à un bloc social qui est confirmé depuis plusieurs élections. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On va venir maintenant sur la presse, on en parlait il y a un instant, vous avez cité Le Monde, et bien on va en parler du Monde. Et oui, c'était une première historique que cette grève qui a paralysé aujourd'hui le quotidien Le Monde. Une grève sous fond d'inquiétude pour le journal du soir après l'annonce d'un plan drastique de licenciement. Le spécialiste des médias Emmanuel Schwarzenberg revient dans Bouge la France sur les crises de l'enfant d'Hubert Beuve-Méry. C'est vrai qu'on parlait bonsoir, on parlait de la presse italienne il y a un moment, elle se porte quand même, à mon avis, mieux que la presse française. En tout cas là, ce qui concerne Le Monde, c'est une grève historique, puisque ça n'était jamais arrivé. Est-ce qu'elle était inéluctable? On se demande presque comment se fait-il la grève, parce qu'on se demande comment, parce que c'est pas la première fois que Le Monde passe des crises ou traverse des crises. On se dit comment ça se fait qu'il n'y en a pas une plus tôt? C'est la première fois où les journalistes du Monde sont confrontés à des licenciements 130. Oui, mais contraints, c'est-à-dire sans négociation. Parce que la crise, ils la découvrent aujourd'hui, comme l'a découvert Le Figaro il y a quelques mois, quand il y a eu un plan aussi de 80 licenciements, comme l'a vécu Libération il y a un an, où il y a eu 100 licenciements. La presse quotidienne traverse une crise majeure et Le Monde, fort de sa puissance, de sa notoriété, de sa respectabilité, pensait, et surtout les journalistes qui composaient sa rédaction, en être un petit peu protégés. Vous dites que cette crise, il traverse une crise majeure, on en parle depuis 4, 5, 6, 7 ans de cette crise. Et on n'en est pas sorti. Et est-ce que la seule solution, justement, dans notre système français, que vous connaissez bien et qu'on va décrire, est-ce que la seule solution, c'est justement les licenciements, réduire le personnel? Oh non, la solution, ça serait une réforme globale, mais qui passerait d'abord par un langage de vérité, c'est-à-dire qu'on comprenne que le système français de la presse est déficitaire dès l'origine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un quotidien national aujourd'hui qui gagne de l'argent. Si le Figaro s'en sort, c'est parce qu'il a ses suppléments, le Figaro Madame ou le Figaro Magazine. Si le Parisien commence à aller mieux et à peu près un exercice équilibré, c'est parce qu'il est appuyé sur l'équipe. Mais sinon, si vous prenez donc évidemment maintenant Le Monde, Le Figaro, Libé, tous sont en déficit. Le déficit qui avait été annoncé pour le Figaro l'an dernier était à peu près équivalent à celui du Monde, de 15 millions d'euros. Et celui du Monde, pour cette année prévisible, va dépasser les 30 et peut-être atteindre les 35 millions d'euros. Donc pour revenir à ce que vous dites, pour en sortir, il faudrait d'abord qu'on dise la vérité, c'est-à-dire que les coûts d'impression sont exorbitants, les coûts de distribution, c'est identique. C'est les droits acquis du syndicat du livre, ancestraux. Oui, ancestraux, mais que finalement aucun gouvernement n'a voulu remettre à plat. Par la presse.
Oui, non, c'est pas du tout ça. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est aussi parce que finalement, une presse qui est affaiblie, qui dépend de l'aide des pouvoirs publics, est une presse qu'on contrôle plus facilement. Et puis, si on doit dire aussi la vérité, comme c'est une presse affaiblie, elle a besoin d'investisseurs. Donc, qui va racheter? Ça va être Bernard Arnault, ça va être Vincent Bolloré, ça va être Serge Dassault, ça va être des gens qui ont tous ou qui créent tous actuellement leur pôle média. Exactement. Ce ne sont plus des éditeurs de profession, mais ce sont des gens qui ont donc une autre surface, qui n'ont plus besoin, qui ne vivent plus de la presse et par la presse, ce qui était le cas de Robert Hersand ou Jean Prouvost, par exemple. Donc, là maintenant, alors pour en revenir à l'actualité immédiate du monde, vous me disiez, l'issue, en fait, ce serait peut-être donc une réforme globale, évidemment, du système de distribution. La distribution, on a un système unique au monde, d'ailleurs, personne ne nous l'a copié, celui-là. Oh, écoutez, pour faire simple, pourquoi la presse en France va mal, elle est au 35e rang mondial, après les quotidiens. Le journal Ouest France, donc vous savez, un journal de presse régionale, on est simplement au 86e rang mondial. Il y a quand même 85 titres qui vendent plus que Ouest France. Donc, et quant au quotidien, on doit être au 120, 130e rang mondial. Donc, pour en sortir, il faudrait effectivement s'inspirer sans doute d'un système d'aide à peu près analogue à celui du cinéma. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent du déclin de la presse devraient sans doute participer à son financement. Mais si on ne fait pas ça, il est clair que dans un délai de 3 à 5 ans, elle peut disparaître. Et donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, les journalistes du monde ont compris que l'inéluctable pouvait arriver, et du coup ils se sont mis en grève. Parce que qu'est-ce que c'est que la grève? Sinon, la manifestation la plus dure qu'on puisse avoir face à une situation qu'on ne peut pas résoudre. Ça veut dire qu'on peut pas oui, mais ça veut dire surtout qu'on peut pas arriver à s'en sortir par la négociation, par la politique. Donc c'est le constat de l'impossibilité de sortie d'une crise, quoi. Voilà. Il y a 28 rédactions de presse écrite ont été concernées par la grève au cours des 9 derniers mois. C'est hallucinant. Est-ce que ça préfigure que tout ce que vous dites, ça va aller encore même plus mal dans les prochains mois? Ah oui, parce que en fait, la presse écrite nationale, la presse quotidienne n'a pas attendu Internet pour aller mal. Vous avez bien vu que François est en train de dépérir. Le quotidien de Paris, le matin de Paris, Paris Presse, tous les quotidiens nationaux n'ont pas pu survivre. Il est impossible. Il n'y a pas eu depuis 1960, depuis ça fait je crois 73, quand Libération a été lancée, c'est-à-dire près de 35 ans, il n'y a pas un nouveau quotidien national qui a réussi à s'implanter. C'est quand même curieux. Le dernier en date, c'était le quotidien que voulait lancer Springer, le concurrent du Parisien. Voilà, et quand ils ont arrêté immédiatement, exactement. Donc on peut effectivement aller ça peut aller de plus en plus mal, d'autant plus que Internet, comme la presse gratuite, sont des concurrents non pas en termes de contenu, ça c'est une erreur que de le penser, mais en termes publicitaires, parce qu'ils tirent les prix de la publicité à la baisse. Donc même si les quotidiens arrivent à faire des économies dans le domaine de l'impression, dans le domaine de la distribution, leurs recettes vont continuer à baisser. Mais alors justement, donc en fait c'est une crise nationale que le président de la République va être obligé de tenir compte dans les années qui viennent. Je comprends ce que vous dites. Il y a juste un chiffre qui corrobore pas ça, et je ne me l'explique pas. C'est l'augmentation de la pub dans le premier trimestre de 2008 pour les quotidiens. Augmentation de 4,4%, c'est pas mal quand même. Mais ça c'est en termes bruts. C'est-à-dire, pardonnez-moi, c'est un peu des termes techniques. C'est qu'en fait, la publicité les chiffres concernant la publicité sont donnés en valeur brute avant les déductions, c'est-à-dire avant ce qu'on appelle les frais de régie, avant les frais d'agence de publicité. À l'arrivée, non. C'est comme si on parle du nombre de pages de publicité que l'on peut voir dans les magazines comme dans les quotidiens avec leurs recettes réelles. C'est-à-dire, ça veut dire que les quotidiens en ont vendu plus en volume, mais ils n'en ont pas tiré davantage d'argent. Il y a quand même un autre sondage qui est sorti sur les Français qui sont consommateurs de médias de plus en plus. Est-ce que ça, c'est tout de même une bonne nouvelle? Ça prouve que vraiment il y a une demande. Là, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est perçu comme de l'information. Et c'est une bonne et c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça traduit un intérêt général pour l'ensemble des médias, mais ça peut aussi être une mauvaise nouvelle dans la mesure où les Français n'arriveraient pas à différencier ce qu'il peut y avoir dans des journaux gratuits comme Direct Matin ou dans Matin Plus ou Direct Soir, qui sont des journaux au contenu assez faible, et un journal comme Le Monde. Donc si vous voulez, dans les chiffres que vous annoncez, tout est mêlé. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui me surprennent relativement, parce que je les trouve pas très très bons pour la presse. 35% des Français témoignent une franche confiance dans les médias. Je trouve pas ça fabuleux, c'est pas énorme, 35%, et 19% une nette défiance. Mais là, vous avez les détails, parce qu'en général, c'est
c'est effectivement la presse qui vient en premier, puis la télévision en second. C'est vrai qu'il y a une vraie défiance dans les médias, mais cette défiance provient en fait de deux choses. Hein. Le changement effectivement d'actionnariat des médias qui rend suspect évidemment leur contenu et qui effectivement quelquefois a des conséquences réelles. Et puis le fait que leur contenu s'est affaibli à cause du manque de moyens. Parce qu'en fait, pour simplifier, pourquoi la presse en France va mal? Elle va mal parce qu'elle coûte cher à fabriquer, parce que vous ne la trouvez pas, et parce que comme il n'y a pas assez d'argent à mettre dans sa fabrication, dans les rédactions, son contenu est bien plus faible que celle de ses concurrents européens. Donc ce qui, je résume, on terminera par ça, c'est il faut vraiment changer d'urgence les structures de la presse française. Sinon il va y avoir des arrêts encore de quotidiens. Sinon, soit on va voir ces quotidiens disparaître, soit on va les voir rachetés par des entreprises qui vont dénaturer leur identité. Très bien, merci beaucoup. Merci bien. On va parler d'un autre thème. On vous a d'ailleurs posé une question sur le Figaro.fr. Aujourd'hui, comment résorber la fracture alimentaire mondiale? C'est la révolte des affamés en Haïti, en Afrique, en Asie. Des populations se rebellent pour crier leur désespoir. Un monde qui a faim, un monde qui crie famine. En cause l'augmentation du prix des matières premières, des cris d'alarme sur lequel reviennent nos invités. Ils sont 3 ce soir sur le plateau de Bouge la France. L'économiste Philippe Jalmin, l'historien Christophe Varny et le représentant de la FAO à Paris, Gilles Hirzel. Voilà, on est en train de finir de s'installer. Bonsoir messieurs, vous connaissez évidemment tous ces chiffres. Je voulais juste montrer le poivre et l'or noir. On va évidemment, de Philippe Jalmin, on va évidemment parler des matières premières qui sont liées à cela. Les chiffres qu'on pourrait, vous le voyez mieux ce livre comme ça, avec le pain trop cher en Égypte, les tortillas trop chères à Mexico, la flambée du mil au Burkina Faso, la pénurie de riz aux Philippines et plein d'autres choses. Haïti également avec la hausse de 45% en quelques mois des prix alimentaires. Est-ce que toutes ces hausses, je commencerai avec vous Philippe Jalmin, est-ce que toutes ces hausses sont liées de près ou de moins à une forme de spéculation? Alors, c'est le mot qu'on emploie toujours, et je dirais non. Non et oui. Si vous pensez à la spéculation financière, la réponse est franchement non, parce que il est exact qu'un certain nombre de ces marchés sont cotés, de ces produits sont cotés sur des marchés qui sont des marchés dérivés, ce qu'on appelle des marchés à terme, à Chicago en particulier, pour le blé, le maïs, le soja, mais il n'y a pas de marché à terme pour le riz, et les prix du riz ont flambé tout aussi bien. Donc il faut bien se dire que aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle ce sont les fondamentaux qui parlent. C'est-à-dire que la demande étant largement supérieure à l'offre, les stocks se sont réduits, il n'y a pratiquement pas de disponible, et donc il faut payer très cher. Et ça, je crois que c'est ça qui est important. Alors par contre, comme nous sommes sur des marchés instables, nous sommes tous, en tant qu'acteurs, en position, je dirais spéculative, mais presque naturelle. C'est ça qu'il faut dire. Mais ne croyez pas que la spéculation financière a fabriqué ces hausses de prix et que vous avez d'horribles financiers qui s'engraissent sur le dos des malheureux consommateurs et de non moins sympathiques producteurs. Peut-être pas fabriqué, mais est une influence. On pense bien sûr à la crise des subprimes. On peut pas s'imaginer, d'ailleurs ça a été, puisque je le relis à la question que nous avons donnée sur Figaro.fr, beaucoup d'internautes relient ça. Ils disent voilà, il y a la crise des subprimes, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui vont sur autre chose. C'est vrai, mais alors, écoutez, prenez cette idée. La spéculation, c'est un peu l'écume sur la vague. Quand la mer est plate, il n'y a pas d'écume. Quand les vagues sont déchaînées, il y a beaucoup d'écume. Mais ce sont les vagues qui font les différences. L'écume, elle s'effondre très rapidement. Donc c'est vrai que la spéculation, c'est l'écume, et elle apporte énormément de volatilité. On a une volatilité au quotidien très très importante. Mais à la fin du jour, il y a un vieux proverbe sur les marchés qui dit que le physique a toujours raison. Et donc, ça ne joue pas. Je lis une dépêche là qui vient de tomber exactement il y a une minute. Les États-Unis débloquent 200 millions de dollars en urgence justement pour compenser et faire face à la crise alimentaire qui frappe certains pays, en particulier l'Afrique. C'est un début de geste, vous pensez? Oui, c'est un petit début de geste. Ouais. C'est bien, mais je crois savoir que la FAO a évalué les besoins actuels pour faire en sorte que les paysans les plus pauvres puissent avoir accès à tous les intrants nécessaires
pour se nourrir eux-mêmes et pour nourrir la population de leur propre pays, il faut environ 1,2 milliard à 1,7 milliard de dollars disponibles pour le faire. C'est possible. C'est pas si énorme que ça. Et ça supposerait une augmentation de 20% environ de la production dans ces pays-là. C'est extraordinaire. Donc il suffit d'une volonté politique un peu plus affirmée, un peu plus construite, et on peut y arriver. Je discutais tout à l'heure avec Jean-Louis Gombault et on prenait comme exemple, et on parlait justement de vos experts qui sont en contact avec les différents pays. On parlait du Zimbabwe par exemple. Et ça c'est inexplicable. Le Zimbabwe était le grenier de l'Afrique et depuis importe tout son blé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour finalement manquer ce virage ? Écoutez, dans ce pays comme dans d'autres, sans doute qu'on n'a pas suffisamment investi dans l'agriculture au moyen et à long terme. C'est-à-dire que on n'a pas effectivement permis, d'une part, aux agriculteurs de produire dans des conditions convenables, d'être capables de stocker, de transformer, de garder donc les produits réalisés, et puis d'autre part... Les experts sont sur place, ils sont en contact des gouvernements, ils arrivent quand même à les éclairer, parce qu'il y a aussi tout un aspect de stratégie agricole. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on a des experts qu'on les écoute, premièrement, et deuxièmement, c'est pas parce qu'on a des experts que on traduit cela après en actes politiques et en décisions politiques. Bon, il est évident que dans ces pays, comme dans d'autres, pas seulement dans le Sud, également dans un certain nombre de pays du Nord, tant qu'on n'a pas décidé d'investir durablement dans l'agriculture, on ne s'en sort pas. Les stocks ne sont pas indéfinis. On l'apprend maintenant. Philippe Chalmin. Oui, alors simplement, je voulais rebondir sur mon voisin qui, étant un diplomate, doit être toujours politiquement correct. Moi, je peux ne pas l'être. Le Zimbabwe, sortons-le du problème, c'est la faute de Mugabe. Mugabe. C'est un peu le sens de ma question. Est-ce que Mugabe a hérité quel poids on peut avoir sur le pays pour les éduquer ? Mugabe a hérité d'une situation dans laquelle effectivement le Zimbabwe était un des greniers de l'Afrique. Simplement, il y avait 200 ou 300 000 fermiers blancs, pointe à la ligne. Dans un premier temps, il les a gardés, puis il les a expropriés, non pas pour faire une véritable réforme agraire, mais pour les redonner à ses copains. Et aujourd'hui, effectivement, on crève de faim au Zimbabwe, mais ça c'est la folie des hommes. Et ne mettons pas le cas du Zimbabwe en parallèle avec certaines émeutes de la faim auxquelles on assiste aujourd'hui, qui sont liées effectivement au renchérissement des prix d'importation pour des populations qui sont habituées depuis longtemps, comme en Égypte d'ailleurs, à se nourrir avec des produits importés. Pensez, juste pour mesurer la chose, il y a 4 ou 5 ans en Égypte, vous importiez du blé, coûté fret, à $120 la tonne. Aujourd'hui, le même blé, vous l'importez entre 450 et 500, puisque non seulement le prix du blé a flambé, mais aussi le prix du fret maritime. Vous avez une multiplication des prix par 3, le gouvernement compense, mais manifestement, il ne le fait pas assez. Alors, on va prendre le cas d'Haïti. Vous allez nous expliquer 45% d'augmentation des matières, des matières premières, enfin des consommables, dans un pays qui, on parlait d'importation, importe 55% des produits alimentaires. C'est ça? Oui, comment c'est possible? Parce que visiblement, c'est pas tout à fait les mêmes cas partout. Oui, enfin, il y a un certain nombre de points communs. Bon, c'est vrai que pour Haïti, qui était autosuffisant il y a une trentaine d'années, bon, il y a trois facteurs majeurs qui expliquent les difficultés d'aujourd'hui. Bon, le premier, c'est l'érosion du pays qui rend les cultures de plus en plus difficiles. Le second, c'est un doublement de la population en une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on a combien maintenant? On a à peu près 9 millions d'habitants. Et puis le troisième, qui celui-là dépend beaucoup plus de nous, c'est le fait que les plans d'ajustement structurel successifs en Haïti ont toujours sacrifié l'agriculture, en expliquant que les agriculteurs un jour finiraient par aller dans les usines d'assemblage, mais qui ne sont pas venus, ils sont simplement allés dans les bidonvilles. Et si on cite un cas extrêmement concret, Haïti était presque autosuffisant il n'y a pas longtemps du tout en riz. Or, aujourd'hui, il a subi
l'importation du riz américain ultra subventionné, et évidemment les producteurs des petites plaines rizicoles comme celle de l'Artibonite en Haïti ne peuvent pas suivre. Au début, pour le consommateur, c'est bon, mais au bout d'un moment, ça n'est plus bon du tout, parce que les spéculateurs existent. Quand ils ont pris le marché, eh bien, ils imposent leur prix, et pendant ce temps-là, des dizaines de milliers de paysans sont sans ressources. Dans un pays qui n'a pas besoin de ça, puisque je crois qu'il vit à 60% des aides internationales. À peu près, oui, à peu près. Alors le riz, justement, le riz, c'est pas qu'un problème en Haïti, c'est un problème aussi en Asie et en Afrique aujourd'hui. On va avoir du mal à produire suffisamment de riz très bientôt. Alors, on l'a déjà. Nous sommes à la 2e ou 3e campagne déficitaire. Pour vous donner encore un ordre de grandeur, le riz de référence thaïlandais, ça valait $200 il y a 3-4 ans. Ça valait $400 la tonne à la fin de l'année dernière. Et la semaine dernière, ça valait un peu plus de $750. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de la flambée des prix. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons une demande mondiale qui est supérieure à l'offre. Et c'est vrai, je retrouve avec l'exemple d'Haïti ou ce que vous disiez, exactement le problème. C'est que pendant des années, nous avons vécu avec l'illusion de l'abondance. Nous avons cru que nous ne manquerions jamais. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est pas occupé de l'agriculture. De toute façon, les agriculteurs, ils étaient dans les campagnes. C'est pas eux qui faisaient les révolutions. Et les plans d'ajustement structurel de la banque et du fonds, ils ont quand même consciencieusement tordu le cou à toutes les velléités de politiques agricoles. C'était moins cher de se nourrir en important plutôt que de subventionner les agriculteurs. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué. C'est vrai aussi que certains pays se sont mis à fabriquer, pour l'Europe en particulier, des riz de luxe, et donc ont pris des territoires où on cultivait du riz de première nécessité pour en faire des produits de luxe, et du coup il y a moins de place pour en cultiver. Oui, mais vis-à-vis des problèmes de l'Afrique, par exemple, et de sa possibilité d'acquérir du riz, je dirais que le problème est un peu différent. C'est-à-dire que il y a des pays comme la plupart des pays africains qui ne bénéficient pas de capacité à défendre leurs propres frontières, à mettre des barrières douanières nécessaires pour protéger leur propre marché, et donc qui subissent de plein fouet l'augmentation, comme vient de me le dire Monsieur Chalmin, du coût du fret, et accentué par le prix du riz également. Donc là, on assiste brutalement à une augmentation de 50-60% du prix de la denrée, alors que si vous comparez en même temps à l'augmentation du prix de la baguette en France, on est à quoi? 5-10%. C'est énorme pour les Français. On parle beaucoup, mais c'est pas la même proportion. Ça n'est pas la même proportion, et ça n'est pas non plus la même proportion dans le budget familial. Oui, le budget d'un Haïtien, on sait qu'à peu près les 3/4 des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. Avec 2 euros. Oui, à peu près avec moins de 2 euros par jour. Alors c'est vrai qu'ils consacrent déjà la quasi-totalité de leur budget à l'alimentation. Si vous doublez les prix, évidemment, vous avez les conséquences que vous avez pu voir sur vos écrans. Et on voit pas très bien comment il en irait autrement. Mais je voudrais revenir sur les plans. Il y a le riz, mais il y a d'autres denrées qui permettent de s'alimenter. Or, systématiquement, on a découragé les cultures vivrières en pensant que, disons, des industries très basiques, comme celle de l'assemblage, pourraient donner du travail aux paysans. Mais quand ces paysans sont des millions, ça se révèle tout à fait impossible. En plus, est-ce que les zones franches où les gens sont surexploités, c'est mieux que d'essayer de les maintenir à la terre sur des lopins qui leur permettent de vivre? Je reprends la déclaration de Michel Barnier aujourd'hui qui dit qu'il va falloir doubler la production agricole mondiale d'ici à 2050 pour nourrir les 9 milliards d'habitants. Quand on relie ça à l'agriculture propre, à l'agriculture bio, est-ce que finalement cette agriculture bio, elle est compatible avec la productivité que nécessairement il va falloir fournir ? L'agriculture bio peut être une partie de l'agriculture qui va fournir ces éléments-là. Mais ça n'est pas l'élément principal, soyons clairs. Oui, parce que s'il faut fournir, il va bien falloir faire des choix. Il faut utiliser des intrants. Il faut mieux maîtriser l'eau. Il faut utiliser des semences améliorées, y compris dans les pays pauvres. Il faut donc faire de la sélection. Des OGM éventuellement ? J'ai parlé de semences améliorées. J'ai pas parlé d'OGM. Écoutez, alors moi je vais, surtout en cette maison qui va discuter des OGM cette semaine, je mets les pieds dans le plat.
nous avons besoin des biotechnologies, parce qu'il y a une seconde génération d'OGM qui est intéressante. On va être obligé, vous l'avez dit, et Michel Barnier a raison, on va être obligé de doubler la production agricole mondiale en 2 générations pour satisfaire nos seuls besoins alimentaires. Ceci à surface agricole utile constante, ceci avec moins d'eau et avec des sols qui vont être qui vont être appauvris. Nous ne pouvons pas le faire avec du bio. Il faut appeler un chat quand même de temps en temps, et c'est cette démagogie altermondialiste qui nous dit que on va pouvoir tout régler avec le bio. Non, ce n'est pas vrai. Nous aurons besoin de biotechnologies intelligemment utilisées pour faire, c'est Bob Zoellick, le patron de la Banque mondiale, qui le disait la semaine dernière, pour avoir une nouvelle révolution verte. Et je pense que c'est nécessaire. Et il faut arrêter ces débats totalement obscurantistes et ne pas dire d'ailleurs, ne pas opposer la bonne agriculture biologique et la mauvaise agriculture productiviste. Nous sommes condamnés à faire de la productivité, mais il faut faire de la productivité qui soit durable et intelligente. Oui, je partage pas du tout votre point de vue. Oh, ce sont les altermondialistes qui, depuis plusieurs années, mettent en évidence cette crise alimentaire vers laquelle on court, vers laquelle on va. Elle a été annoncée depuis longtemps. Un certain nombre d'organes l'ont fait. Bon, les économistes classiques, eux, ne raisonnent qu'en termes de changement des cours, etc. Mais je pense que aujourd'hui, on est effectivement au cœur d'un système absurde et complètement hypocrite. Absurde parce que est-ce qu'on va remplacer les diktats du FMI par ceux de Monsanto, par exemple? C'est effectivement dans cette direction qu'on pourrait aller et qu'on risque d'aller. Continuez à faire ce que vous faites en France avec l'interdiction des OGM et vous faites gagner Monsanto, parce que c'est bien. Parce que il y a eu le débat en France sur les OGM, que vous avez parfaitement réussi à foutre en l'air toute la génétique végétale française. Donc, vous poussez quelque part vers vers quoi vous condamnez, c'est-à-dire effectivement ce qui est un vrai problème, la concentration des capacités de recherche génétique de la planète sur 3 ou 4 entreprises multinationales qui n'œuvrent pas forcément vers le bien commun, j'en conviens. Un mot sur les biocarburants, parce que c'est important aussi d'en parler, les biocarburants, évidemment ça prend de la place. Est-ce que finalement, dans un proche avenir, manger ou conduire, il faudra choisir aussi? Sur la flambée du... Alors, ça a joué, soyons très clairs, ça a joué. Sur une production céréalière mondiale de 2,1 milliards de tonnes, on peut estimer qu'il y a 100 millions de tonnes qui partent en biocarburant, pour l'essentiel 80 millions de tonnes de maïs aux États-Unis. Sur la flambée des prix du blé et du riz, les biocarburants n'ont pas joué. Ça a joué pour le maïs et accessoirement pour le soja. Maintenant, soyons clairs, il est évident que le programme de biocarburants américain, car c'est essentiellement lui qui est concerné, est totalement absurde, qui ne tient pas la route économiquement. C'est une manière de subventionner l'agriculture américaine qui n'en a pas forcément besoin. Par contre, ça peut nous permettre de préparer les biocarburants de 2e génération, ceux qui seront faits à partir de déchets agricoles et forestiers. Alors, ils ont leur responsabilité dans la crise actuelle, mais je dirais que responsabilité un peu de second temps. Juste pour élargir, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à partir des OGM vers les biotechnologies, moi j'élargirais à partir de l'agrocarburant vers les bioénergies. Et de cette façon, on peut dire que certaines évolutions technologiques qui vont permettre une meilleure utilisation des bioénergies peuvent être utiles, y compris à des paysans pauvres, dans un certain nombre de cas, parce que ça leur fera une source d'énergie locale, utilisable localement, et pas seulement du carburant. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup à tous les trois, merci pour ce débat. On va maintenant regarder les unes des journaux de demain avec Savaria Rojek. Voilà, et c'est Silvio Berlusconi, sa victoire ce soir, qui fait la une de la plupart de vos quotidiens. Demain, pour Libération, c'est au secours, il revient.
Largement victorieux ce soir, le Cavaliere prend les rênes d'un pays en plein marasme. Le retour aux affaires de Berlusconi à la une de Ouest France également. C'est la 3e victoire du milliardaire qui obtient la majorité absolue au Sénat et à la Chambre des députés. Les Échos choisissent aussi le retour gagnant de Silvio Berlusconi en une. Berlusconi qui a prévenu, la population doit s'attendre à des sacrifices tant la situation économique du pays est dégradée. À noter également, sur un autre sujet, la fusion entre la CGC et l'UNSA. Ce mariage entre syndicats qui devrait être annoncé vendredi est une première depuis 1945. L'autre grand titre de vos journaux, c'est le possible déremboursement de certains frais optiques et dentaires. Plus de sécu pour les lunettes, titre le Dauphiné libéré. L'annonce de Roselyne Bachelot a déclenché un tollé chez les professionnels et dans l'opposition. Et on termine avec la Tribune qui annonce la suppression de 42 000 emplois dans la défense nationale. Et c'est Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui l'annonce dans une interview au Quotidien. Merci beaucoup Saveria, on enchaîne avec le dernier coup de fil. Au téléphone, Guy Martin, le chef du Grand Véfour. Bonsoir Guy. Bonsoir. Alors vous ouvrez une école de cuisine à Paris dans le 8e arrondissement. Et le but c'est d'apprendre à cuisiner, mais vraiment comme vous, comme un chef ? Comme moi, ça va être difficile. Hein. non, mais le but, c'est vraiment de transmettre le savoir. Donc, c'est une équipe dont Sébastien Nagonneau est un ancien du Véfour, qui est un proche collaborateur qui va être en charge donc de faire les recettes un petit peu qui ponctuent mes livres. Ça veut dire que qui peut venir à votre école ? Vous, si vous avez envie. Sinon, monsieur, madame, tout le monde. Il y a des formules à partir d'une heure de cours, 2 heures. C'est vraiment à la carte jusqu'à 4 heures. Donc, c'est vraiment tout public, ouvert à tout le monde. Ouais. C'est une cuisine avec des thèmes. Il y aura des thèmes nature. Oui, on vient pas apprendre une recette. On vient apprendre une technique, une façon de mélanger les choses de façon harmonieuse. Non, on apprend une recette. Donc ça peut être, par exemple, il peut y avoir des thèmes comme les tartes ou la cuisine du marché. En ce moment, il y a des asperges. C'est vraiment une cuisine au quotidien pour un petit peu, pour réaliser des recettes faciles à faire à la maison. Voilà. D'accord. Faut que c'est le point de départ. Quelle est votre pédagogie ? C'est de donner beaucoup de conseils, de laisser faire un petit peu celui qui vient pour l'éduquer ? Voilà, c'est exactement ça. Déjà choisir des produits. On va essayer de cuisiner des produits de culture raisonnée, déjà avoir des bons produits au départ, d'avoir un très bon matériel, mais simple qu'on peut avoir aussi à la maison. Et puis là, de faire des recettes, de donner des clés en fin de compte. De donner des clés pour réaliser des recettes à la maison, sans se tromper, avoir les bons gestes. Et puis essayer que cette cuisine soit gaie. D'accord. Et on peut venir prendre 1 heure de cours, 2 heures de cours, une matinée. C'est comment ça se passe ? C'est exactement ça. Voilà. C'est à la carte, quoi, justement. Voilà, c'est à la carte avec un moment pause déjeuner. Vous avez une demi-heure de cours et après vous déjeunez ce que vous avez cuisiné. Donc c'est très très sympathique. Et puis en même temps, on va ouvrir sur le net de façon à ce que chacun puisse, en fonction de ses désirs, avoir son cours. Et vous-même, vous serez présent, Guy ? Ah non, je serai pas présent. C'est-à-dire non, mais de façon vraiment épisodique. Non, je ne serai pas présent. J'ai confié les rênes de l'école à Rodolphe, qui va gérer l'école, et puis Sébastien avec une équipe de cuisiniers et pâtissiers qui vont vraiment faire ces recettes. Mais la plupart, par contre, sont tirés de mes livres. Hein. Très bien. Donc il y a le cadre qui est fixé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Saveria. À demain. On remercie également Orcélène Rousseau, notre réalisatrice, Pierre-Henri Gergonne qui faisait son très grand retour sur la scène internationale, et puis Cécile Sixou et Ariane Nicolas qui ont préparé cette émission. Merci à tous. Et à demain, bien sûr, 22h en direct. Au revoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr.
Bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dévouée, dédiée, consacrée au 9e art. Ça se discute, la bande dessinée. Ça se discute longuement. Je vis avec mes personnages. Moi, je les dessine de tête. Il lui arrive des choses incroyables, c'est Wonder Woman, Miss Andy. C'était une envie depuis longtemps de faire une sorte de super-héroïne. Le coureur à pied fait quelques foulées, le tennisman envoie quelques balles. Tout ça est passionnant. Moi, je rôde mon cerveau, donc je bouquine ce que j'ai écrit la veille. Un micro. Merci, c'est gentil. Un badge. Et ça travaille ici, hein. Donc je suis sur les dernières pages, c'est un peu l'effervescence au niveau des croquis. J'ai ici un truc qui est en préparation. Oh, ce que je m'amuse quand je fais ça. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir tous les jours. C'est vraiment un découpage complètement cinématographique. Un vrai régal pour ceux qui aiment la bande dessinée.